Euh, une question simple, comme ça, peut-être pour éclaircir pour plus de personnes que moi, pour une question que quand j'ai lu ton texte sur le nihilisme passif et le nihilisme actif, est-ce qu'il y a une analogie possible entre quelque chose qui est plus facile à comprendre peut-être, c'est le passage du chameau au lion, dans la métamorphose de l'esprit de Zarathustra. Après, il y a un moment en lisant ton texte, il y a des choses, j'ai souligné avec des grands biens, j'adore quoi. Mais il y a une chose, et donc je vais pas juste envoyer ce que j'aime, mais je vais dire là où j'ai eu une question qui est devenue presque comme dirait Deleuze, un cri. C'est par rapport à la vision que tu aurais de l'immanence. Et ça fait le lien avec l'intervention de Sarah, puisque dans ce que j'ai ressenti, de ce que j'ai compris, parce que ça va vite, hein, c'est dense, hein, et donc on n'arrive pas à tout bien... C'est pour ça que c'est bien de lire les textes avant, mais j'avais pas lu celui de Sarah avant, mais j'ai senti quand même, et j'ai entendu une forme de désir de retour à l'immanence et de sortie par l'intérieur. Et donc de réarticulation, en quelque sorte, d'une forme je vais arrêter là. Peut-être c'est donc la question de l'immanence, la question du nihilisme actif, en relation au passif, et justement, alors, je vais la formuler mieux, ma question. Est-ce qu'on n'est pas en train de se poser des questions sur l'immanence à partir d'une pensée transcendante? Est-ce que tu vois ce que je pointe? C'est-à-dire, est-ce qu'on se donne les moyens de penser l'immanence? Merci. Il n'y a pas d'autres questions, je vous laisse répondre. Je précise pour Paolo, parce que j'ai eu, ce qui m'a choqué, c'est quand tu as un moment sur la fin de ton texte, c'est la fin qui m'a choqué. Quand tu dis que tu ramènes l'immanence à un plan d'inconsistance pour nous. Effectivement, dans la société actuelle, il y a de l'inconsistance. Mais est-ce que c'est ça l'immanence? Merci. En fait, il faut donner à Sarah. Merci Gaëtan pour les questions. D'abord, je voudrais remercier Paul-Émile parce que si tu as lu les textes et toi pour comprendre quelque chose, surtout parce que Paul-Émile a corrigé les textes. Alors, sur la question du nihilisme passif et du nihilisme actif, je dois dire que je n'écris pas beaucoup à propos du nihilisme actif. Oui, d'accord, on peut penser au lion comme l'animal qui fait le nihilisme actif. Mais par contre, ce que je ne suis pas sûr si on peut parler véritablement de nihilisme actif. Parce que ce qui fait la transvaluation, c'est Zarathustra. C'est lui, pour moi, le véritable personnage conceptuel qui fait la transvaluation, et pas les animaux dont Nietzsche nous parle. C'est pour ça que j'ai pensé d'écrire athlétique. Parce que c'est quelque chose que c'est à la fois non écrit dans les textes de Nietzsche et ce que nous devons écrire. Et Zarathustra fait cette chose-là. C'est-à-dire, c'est Zarathustra qui écrit cette transvaluation. Donc, le nihilisme actif n'existe pas. C'est une sorte de... Oui, d'accord. Peut-être un rêve. Le nihilisme actif, c'est un rêve pour moi. Un rêve que Zarathustra fait, que Nietzsche fait, et que par l'intermédiaire de Zarathustra, Nietzsche exprime. Ce qui peut exister, c'est l'athlétisme qui est derrière cette
formes de nihilisme actif. C'est-à-dire ce que peut exister, c'est l'effet de prouver à faire le nihilisme actif. Donc les animaux sont très importants, sont des personnages conceptuels dans par les Zarathustra, mais ils indiquent une voie, mais une voie qui n'existe pas. Donc le véritable personnage conceptuel, c'est Zarathustra. Donc on regarde les lions, mais c'est Zarathustra qui fait nous voir les lions. Et par rapport à l'immanence, ce que je veux décrire, c'est le fait que l'immanence, aujourd'hui, c'est le numérique qui la découvre et la produit en même temps. Et donc, toute la pensée de l'immanence naturelle ou métaphysique, c'est empêché, pour ce que je peux comprendre, c'est empêché par le numérique. C'est montré et en même temps empêché par le numérique. Et ça, c'est une crise, je crois, de la philosophie contemporaine, face à laquelle Antoinette Rouvois et Thomas Ben nous montrent les symptômes, c'est-à-dire nous montrent qu'avec une pensée de l'immanence délésienne sans critique, nous ne comprenons rien de ce qui se passe aujourd'hui. Et donc, je n'ai voulu parler de l'immanence en tant que telle, mais, si on peut le dire, de la ratio cognoscendi de l'empêchement de l'immanence aujourd'hui. Parce que parler de l'immanence en tant que telle aujourd'hui, je crois que c'est pas possible. Tout comme le nihilisme actif, c'est pas possible. Et montrer cette impossibilité, c'est déjà quelque chose, je crois. Juste pour ajouter quelque chose, moi, ce que je propose avec Deleuze sur l'immanence, c'est de la regarder à travers l'extériorisation et la réintériorisation. Donc, c'est une immanence qui peut être regardée en affirmant, comme dit Deleuze, une extériorité radicale, qui n'est pas une transcendance, c'est une extériorisation. J'ai une question qui s'adresse peut-être un peu plus particulièrement à Paolo, même si dans le texte de Sarah, à un moment où tu parles d'ambiant, on pourrait peut-être le relier, tu parles d'un nihilisme athlétique, et moi, la première question qui me vient à l'esprit, c'est est-ce que tu imagines, ou est-ce que tu penses qu'il existe peut-être déjà un stade où on pourrait pratiquer ce nihilisme athlétique? Est-ce que tu crois que ça existe, ou est-ce que tu crois qu'on pourrait l'imaginer, un lieu? Parce que pratiquer un nihilisme athlétique, quand on a les moyens de se créer un espace sportif où on peut pratiquer soi-même, s'entraîner avec soi-même, avec son corps, à penser, c'est possible, mais il y a un moment donné où il faut se confronter et faire de la compétition, quoi, parce que c'est là aussi que ça se passe, l'athlétisme. Et voilà. Je pensais peut-être qu'on pouvait peut-être relaisser un petit peu ça avec tu en parlais de manière un peu négative, je dirais, des ambiants, mais moi je pense, en disant qu'ils étaient, je relis la phrase, comme ça sera simple, la manipulation de ce que Stigler appelle les rétentions tertiaires programmées pour constituer des ambiants que notre sensibilité rencontre et reconnaît sans aucun effort d'élaboration. Justement, c'est peut-être aussi dans le stade qu'on peut sentir sans aucun effort d'élaboration, l'athlétisme, le corps que certaines personnes, l'attitude que l'éthos que certaines personnes ont développée en s'entraînant à devenir des athlètes. Voilà. Un espace pour pratiquer le nihilisme athlétique, je crois que ici c'est bon.
cet espace. On peut faire une compétition entre nihilistes. Je crois que l'espace, c'est l'espace du livre, dans le sens où, pour moi, le véritable nihiliste athlétique, le véritable athlète du nihilisme, c'est Zarathustra. Mais Zarathustra, comme j'ai essayé de dire, c'est un personnage conceptuel. C'est-à-dire que ce n'est pas un personnage réel, c'est un personnage qui compose son identité avec nous. C'est-à-dire, toutes les fois que nous lisons ainsi parler Zarathustra, nous sommes avec lui dans une compétition. Nous sommes avec lui athlètes du nihilisme. Je crois que c'est ça la grandeur de l'écriture nietzschéenne. C'est-à-dire qu'avec ces personnages, nous faisons quelque chose. En ce cas particulier, nous essayons de sauter nous-mêmes. Parce que c'est ça, je crois, l'athlétisme. Et si nous traitons Zarathustra comme un personnage conceptuel qui fait la différence, et nous faisons la différence avec lui, Zarathustra, le personnage du livre, ainsi disait Zarathustra, c'est rien sans nous. Nous lisons ces livres-là et nous donnons quelque chose à ce personnage conceptuel. Sinon, c'est rien, c'est le nihil. Avec nous, peut devenir quelque chose, avec tout le monde qui va lire ces livres-là. Et si nous traitons Zarathustra comme un personnage conceptuel, je crois qu'alors nous pouvons traiter Florian, comme Bernard cite plusieurs fois, exactement comme Zarathustra. C'est-à-dire, avec lui, nous pouvons composer quelque chose que ce n'est pas seulement ce que Zarathustra dit ou que Florian a dit et écrit, mais c'est quelque chose qui vient de l'agencement entre cette sorte de symptômes, comme Florian, pour moi, c'est des symptômes, et nous. Et les deux choses ensemble peuvent composer l'obstacle, à la fois l'obstacle et les sauts de l'obstacle, je crois. Si je peux... Parce que derrière ma question, j'avais déjà... C'est une compétition, donc... Derrière ma question, il y avait déjà peut-être une idée de réponse aussi quand je t'ai posé cette question-là. C'est que je voulais peut-être te proposer deux possibilités, deux espaces de stade possibles, parce que j'entends bien ce que tu me dis dans ta réponse, mais pour moi, il manque ce truc de... Enfin, tu m'as répondu directement, ici, c'est quelque chose de l'ordre d'un stade. Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi, et je trouve que c'est bien que ça existe. Mais bon, on a Épineuil-le-Fleuriel, c'est peut-être pas... Enfin, voilà, disons que c'est peut-être pas un modèle conceptuel, c'est un endroit particulier, local, où une communauté de gens réunis autour d'une pensée se retrouve, quoi. Mais il y a quelque chose qui manque, peut-être c'est le côté communal ou populaire, peut-être que moi j'entends dans le mot stade. Et j'en propose deux, mais juste c'est pour te donner peut-être enclencher une discussion par la suite, hein, peut-être pas aujourd'hui, mais moi je vois deux possibilités de stade, c'est-à-dire d'espace où on pourrait élaborer en communauté ou en commune un athlétisme nihiliste ou un nihilisme athlétique. L'espace du jeu vidéo en ligne, je pense, est un endroit où on peut pratiquer un nihilisme athlétique, et l'espace de ce que j'appelle la fête électronique, c'est-à-dire à la base du club, où se joue de la musique électronique de danse sur des périodes longues. Donc on peut trouver ça aussi dans les free parties, dans les raves, mais aussi dans certains clubs. Voilà. Et je voulais savoir, je ne sais pas si on a le temps d'y répondre, mais si toi ça te faisait écho à ce que tu appelles nihilisme athlétique quand je te parle de ces deux formes d'espace-là. Oui, je crois qu'ils peuvent naître. Mais je crois que c'est mieux que dans la parole. Mais après, je vais vous parler d'une suggestion que je n'ai pas montrée, mais qui va précisément dans la direction des jeux vidéo. Mais après, en privé.
Je voudrais réagir, moi, à ces discussions. Parce que, évidemment, la question que pose François sur l'athlétisme et sa pratique, c'est très, très important. Je pense que ça, si on avait le temps, ça mériterait de repasser par ce que disait Sarah, et la question de l'indifférence sensible, disons. Ce qu'on pourrait répondre à Mark Hansen, qui, comme d'habitude, m'énerve parce qu'il évacue complètement les questions d'économie, les questions du capitalisme. Enfin, voilà, c'est toujours... On naturalise un état de fait, en réalité, et on évacue complètement la responsabilité individuelle et collective. Et ça, je trouve ça de moins en moins tolérable, parce que nous sommes dans une situation très très critique, et on ne peut plus se permettre ce genre d'admettre simplement ce genre de pratique que je trouve très 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 problématique. Voilà. La question que posait l'intervention, les deux interventions de Paolo et de Sarah, surtout la fin de l'intervention de Sarah, qui était la question de la sortie. Qu'est-ce que veut dire s'il y avait une sortie de l'Anthropocène? Qu'est-ce que ça voudrait dire sortir de l'Anthropocène? C'est-à-dire sortir dans l'immanence. Qu'est-ce que ça veut dire sortir dans l'immanence? Je pense que ça mérite qu'on y revienne de manière très explicite. Je vais en dire un mot dans un instant. Et ça mérite qu'on revienne sur Nietzsche, sur l'historicité de Nietzsche aussi. Nietzsche, dont tu soulignais, Paolo, que voilà, le nihilisme dont il parle n'est pas une histoire mais un événement. Pas que c'est une histoire, mais que ce n'est pas comme histoire simple. Enfin, voilà, qu'il faut distinguer entre histoire et événement. Je pense qu'il y a à interroger le rapport de Nietzsche à l'histoire et à l'événement, et aux événements de son temps. Je vais essayer d'en dire un mot. Mais avant de parler de cela, sur la question de la sortie de l'Anthropocène et du nihilisme, et sur le nihilisme, y compris sur le nihilisme actif, comme tu l'as dit rapidement, Antoinette Rouvroy souligne des limites, en fait, dans, par exemple, la pensée de l'immanence de Deleuze, chez Simondon aussi. C'est une des grandes vertus de ce texte, très courageux, de convoquer des maîtres qui sont pour elle des maîtres, et en même temps de les confronter, ces maîtres, finalement, à ceux qu'elle récolte en les ayant convoqués, et qui apparaît comme étant des limites de ces maîtres eux-mêmes, en quelque sorte. Ça, je trouve ça grandiose. Et je pense qu'elle ne parle jamais de la déconstruction, Antoinette Rouvroy, parce que je crois qu'elle ne connaît pas, en fait. Je crois qu'elle ne connaît pas Derrida, j'ai l'impression. Mais il y a une question à partir de là qui mériterait d'être posée, c'est quel est le rapport? Comment qualifier la déconstruction? Est-ce que ce n'est pas un nihilisme actif? Est-ce que c'est pas ça le nihilisme actif, justement? Sachant qu'à mon point de vue, si c'était le cas, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais... Et c'est une question pour moi, ce n'est pas une position, mais en tout cas, je pense que Derrida ne tient aucun discours sur le nihilisme. Il parle beaucoup de Nietzsche, de l'oreille, de l'écoute, du labyrinthe. Mais le nihilisme, il n'en dit rien du tout, à mon avis. Et quant à la santé, je n'ai pas lu de choses de Derrida là-dessus, mais par contre, j'ai fait un séminaire avec Derrida là-dessus. Enfin, pas là-dessus, mais sur les questions de l'hérédité et de l'héritage. Et il a déclaré pendant ce séminaire qu'il rejetait totalement le concept de santé et de maladie de Nietzsche, et que pour lui, c'était vraiment horrifique et métaphysique. Et je pense que c'est ce qu'il y a de plus intéressant chez Nietzsche, pour moi, la question de la santé, telle que Canguilhem la pose en particulier, la reprend à son compte, et il la repose en tant que philosophe, mais aussi médecin et biologiste. Donc voilà, je pense qu'il y a des choses à revisiter sur le nihilisme actif au XXe siècle, y compris celui de Deleuze lui-même. Voilà. En le confrontant à ce que dit Antoinette Rouvroy, mais aussi peut-être précisément à ce que nous essayons de poser comme question à travers l'entropie et la négantropie, qui est le silence de tous ces gens-là. Voilà.
Alors, par rapport à cela, la sortie de l'Anthropocène, bon, moi j'affirme ça, et je le redis fortement, y compris si Épineuil existe aujourd'hui comme stade, c'est pour sortir de l'Anthropocène. Voilà. Et c'est pour essayer de s'entraîner ici, en courant sur le stade, pour aller courir ailleurs, évidemment, pour sortir du stade et aller ailleurs, hein, sans partir dans une histoire messianique ou je ne sais quoi, mais simplement, c'est pas du messianisme dont on parle ici, c'est de politique. Voilà. On fait de la politique et de l'économie. Voilà. Et en termes économiques et en termes d'économie politique, Paolo a dit tout à l'heure, on ne sort de l'Anthropocène que par intermittence. Alors ça, c'est très très important. L'intermittence, dont je parle depuis longtemps, en tout cas explicitement depuis mes créances et discrédits, c'est-à-dire depuis 10 ans à peu près, 10-11 ans, c'est donc cette figure du poisson volant qui ne sort que de temps en temps, néganthropiquement, de l'entropie. Et ça, je pense que c'est ce que tu avais en tête tout à l'heure. Mais c'est aussi le régime des intermittents du spectacle. Et c'est donc une question d'économie politique. Et pour moi, c'est fondamental de la poser comme telle. Les intermittents du spectacle, ce sont des gens qui vivent l'intermittence du poisson volant. On va faire bientôt, je fais un petit peu par la même occasion, de promotion de ce qui se passera la semaine prochaine en Belgique, donc une autre académie d'été qui se passera à Tournai pendant 3 jours, où le sujet sera différence et répétition, automatisation et improvisation, désautomatisation, etc. Ça sera avec des musiciens, des comédiens, des artistes et des intermittents du spectacle. Nous allons travailler sur le fait que, en particulier, il va y avoir une base continue de cette académie d'été qui sera le paradoxe sur le comédien de Denis Diderot, dans lequel Denis Diderot dit, je crois, c'est ma lecture, c'est pas la lecture du tout habituelle, il faut beaucoup d'entropie pour produire de la négantropie. Il faut beaucoup de répétition, de soumission, d'esclavagisation du corps du comédien, de soumission à la répétition la plus bête qui soit. À un moment donné, je suis capable de répéter le poème par cœur, tout seul, et je mets le pilotage automatique, ça marche tout seul. Je ne pense absolument pas à ce que je dis. Pendant que je dis mon poème, par exemple le cimetière marin, je me dis, tiens, j'ai oublié d'acheter une baguette, comme m'avait demandé Bobonne. Et je peux faire ça. Je peux faire ça parce que ce qu'explique très bien Denis Podalides, non pas dans l'interview qu'on a fait ensemble sur rue 89, mais dans un livre qu'il a écrit sur le paradoxe sur le comédien, c'est que le comédien, à un moment donné, se dédouble. S'il n'est pas capable de se regarder jouer, ce n'est pas un comédien. Il peut très bien jouer par chance, par coup de bol. Et il dit, les amateurs, c'est beaucoup ça. Mais il dit, quand on joue 500 fois de suite la même pièce, ce qui arrive à la Comédie Française, il faut que le système de pilotage automatique puisse fonctionner en toute sécurité et qu'on puisse penser, ah, tiens, demain matin, qu'est-ce que je vais faire? Une petite grasse matinée, voilà. Et que, par contre, on reprenne la main à un moment donné pour, à partir de là, produire de la négantropie. Alors, ayant dit cela, par rapport à la question de l'intermittence, qui est une question de la sortie de l'immanence ou pas. Voilà. Et derrière ça, il y a une autre question qui concerne Nietzsche, et concerne la question de la consistance chez Nietzsche, et son rapport à l'ascétisme. Voilà. Et donc aux idéalités, à tous ces processus que Nietzsche rapporte en règle générale au nihilisme, à la mortification, mais qu'on peut aussi interroger autrement avec le concept, par exemple, de consistance. Voilà. Ayant dit cela donc, pour moi, ce qui est important, c'est aujourd'hui d'arriver à articuler, par exemple pour répondre à Florian, c'est-à-dire aux symptômes qu'aime Florian, mais à un symptôme parésiaque, comme dit Foucault, c'est-à-dire le symptôme du vrai, le symptôme qui parle franc, voilà, la franchise du symptôme. Parce que souvent le symptôme, on y voit quelque chose de dissimulant, voilà. Comme chez Freud, par exemple, le symptôme dissimule la névrose. Mais là, c'est un symptôme qui dit vrai, spontanément, enfin,
d'emblée, comme ça, avec une violence pas possible. C'est ça la parésia. Je pense que répondre à ça, c'est répondre par la question de l'économie politique. À Florian et à tout ce qui en nous répond à Florian, c'est-à-dire est du Florian, appartient à Florian. Et qu'est-ce que je veux dire en disant cela? Eh bien, je vais dire qu'il faut revenir à la question de la valeur. Quand nous articulons Ars Industrialis l'idée qu'il faut prendre très au sérieux Nietzsche, le sujet de la transvaluation des valeurs, et que nous le transformons en une réinterprétation des Grundrisse de Marx, qui consiste à dire il faut prendre Marx au sérieux aussi. Lorsque Marx dit l'emploi c'est terminé, où est la valeur à partir de là? Dans l'intermittence. Et dans l'intermittence, à la fois comme régime des intermittents du spectacle, c'est un régime du droit du travail en France, et dont nous pensons qu'il faut le généraliser, et l'intermittence au sens où, eh bien oui, de l'entropie, c'est-à-dire de l'immanence. On ne sort jamais que temporairement, mais pendant qu'on en sort, on produit de la négantropie, et puis on retombe. Comment on fait de ça un nouveau régime d'économie politique? Comment est-ce qu'on fait de ça une véritable lutte politique? Face à quoi? À l'Anthropocène. À l'Anthropocène dont le GIEC nous dit dans 35 ans, il passe irréversiblement dans trop tard. Beaucoup trop tard. 35 ans, c'est 3 fois rien. C'est un petit peu moins, un petit peu plus que la moitié de mon âge. Donc, je suis sorti de prison il y a 35 ans, moi. Donc, il n'y a pas beaucoup de temps. Face à cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Je soutiens qu'il faut articuler des propositions qui sont politiquement, philosophiquement fondées, mais aussi scientifiquement fondées, et qui sont des propositions politiques, qui mettent le savoir au cœur de l'économie, qui mettent l'économie au cœur du savoir aussi, et comme une économie qui est l'économie générale de Georges Bataille, et qui est aussi une économie libidinale, par rapport à quoi je crois qu'il faut transvaluer Nietzsche lui-même. Voilà où je voulais en venir. C'est-à-dire que je pense que Nietzsche ne connaît pas la négantropie, ne peut pas travailler avec ce concept parce qu'il l'ignore, et par ailleurs, non seulement il ne connaît pas la négantropie, mais il rejette la théorie de l'entropie. C'est très important. Je crois que sa théorie de l'éternel retour est une façon de répondre, en fait, à l'entropie, à la question de l'entropie, et une façon d'y répondre par défaut. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut se cogner une critique de Nietzsche. Je pense qu'il faut véritablement, un petit peu dans le sillage de ce que fait Antoinette Rouvroy, critique, comme tu sais bien, chez moi, ça veut dire affirmation de Nietzsche. Mais une affirmation dans le temps. Et en reprenant la question du temps chez Nietzsche, le temps, c'est l'événement. Et il y a eu des événements depuis Nietzsche, des événements que Nietzsche ne pouvait pas penser, parce que Nietzsche n'est pas un prophète, n'est pas un... Comme aucun philosophe ne sera jamais ni un prophète, ni un dieu, ni quoi que ce soit, ni même un scientifique d'ailleurs. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est quelqu'un qui a une épreuve, c'est un athlète de l'intermittence, je pense, le philosophe. Quelqu'un qui pratique athlétiquement l'intermittence. Voilà. Et ça, je pense que c'est très important de le porter à ses extrémités aussi loin que possible, parce que c'est la question, voilà, face à l'urgence de l'Anthropocène, dont je crois, moi, qu'il faut affirmer qu'on peut en sortir. Voilà. Si on dit l'Anthropocène, c'est pas seulement la phase la plus récente du nihilisme, celle dont nous parle Nietzsche comme les 200 ans qu'il va falloir, etc. L'Anthropocène, c'est aussi l'entropie, c'est-à-dire que c'est aussi l'augmentation d'entropie qui n'est tout simplement pas possible, qui d'un point de vue purement vital, scientifique, n'est pas soutenable. Je prends le mot soutenable au sens où sustainable, au sens de Brundtland, le rapport Brundtland, c'est pas sustainable. Et ça, c'est une question politique et mobilisatrice, parce que face à la destruction de la volonté, face à l'automatisation des prétentions, face à l'exténuation du désir et de la capacité de rêver, de la faculté de rêver de Florian,
il faut reconstruire des objets de rêve, de prétention, de volonté. C'est absolument fondamental. Et donc, pour ça, il faut affirmer des contenus vraiment que je crois il ne faut pas avoir peur de l'appeler positifs. Voilà. Je pense qu'il faut, et ça, c'est reprendre l'affirmativité de Nietzsche. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? J'ai dit seulement quelque chose, j'ajoute seulement quelque chose, parce que tendanciellement, je suis d'accord. Alors, quant à Derrida, il n'a jamais parlé de nihilisme, je ne sais pas s'il n'a jamais parlé de nihilisme, mais je suis presque sûr que la perspective derridienne de la déconstruction et de l'interprétation de Nietzsche, c'est une perspective qui ne considère pas ce que Deleuze a considéré, c'est-à-dire l'individuation. Et si nous pensons à la généalogie de la morale ou à tous les passages de Nietzsche où il s'agit du nihilisme et de la décadence, c'est quelque chose qui est très proche de l'individuation, parce que quand Nietzsche parle de décadence, nous pouvons le dire avec Simondon, d'une perte d'individuation progressive. Et cette pensée-là de l'individuation n'est pas présente chez Derrida. Par exemple, si nous pensons à l'autobiographie, des livres un des 2 livres que Derrida a consacrés à Nietzsche, voilà, nous trouvons une critique de l'interprétation que Deleuze et les autres Nietzscheens de la Nietzsche Renaissance ont fait, une critique de la Nietzsche Renaissance à travers de l'écriture de Nietzsche. Et donc, comment dire, Derrida nous dit de faire attention à penser Nietzsche et le nihilisme actif de Nietzsche. De faire attention parce que le nihilisme actif peut conduire au nazisme. C'est cela que implicitement Derrida nous montre dans l'autobiographie. Et c'est quelque chose de presque contraire à l'interprétation deleuzienne. Même si, comme vous savez bien, dans la différence, les textes de Derrida, la différence, Derrida cite Deleuze, Nietzsche et la philosophie, et précisément le passage de la différence entre les forces, et que c'est une différence entre force active et force créative pour Deleuze toujours. Là, Derrida peut commencer une pensée de l'individuation, mais c'est quelque chose qui n'intéresse pas Derrida, et donc va dans une autre direction. Quant à Antoinette Rouvroy et Thomas Baird, ce qu'ils font par rapport à la philosophie contemporaine et par rapport à une tentative de penser le nihilisme actif chez Deleuze, chez Guattari, et de penser l'immanence, Baird et Rouvroy font une critique de ces concepts-là que nous pouvons le dire alors, Bernard, nous pouvons le décrire avec le concept de parésia, parce que Rouvroy et Baird, là, ont le courage de dire la vérité, c'est-à-dire ont le courage de dire voilà, ces concepts-là d'horizon, de l'immanence, d'une certaine façon de penser l'individuation, face à ce qui se passe avec un régime de gouvernementalité algorithmique, ont des problèmes. Ont des problèmes à être pensés et ont des problèmes à faire la critique de cette gouvernementalité. Et ça, pour moi, c'est avoir le courage de dire la vérité. En même temps, dans ce texte-là, Baird et Rouvroy disent qu'ils ne vont pas faire une critique théorique ou théorétique de ces concepts-là, mais une critique de ces concepts-là face au présent.
Mais nous savons que dans les écoles déleuziennes, Foucaultiennes, etc., il y a toujours le problème de critiquer ce qu'ils ont dit. Mais tout Bernard a dit, critiquer c'est affirmer. Et donc c'est la meilleure façon, la meilleure d'affirmer une pensée, c'est précisément cela de critiquer. Critiquer face au présent. Et donc, Parisi, dans la philosophie, au-dedans de la philosophie contemporaine, c'est précisément cela, avoir le courage de critiquer pour affirmer. Et affirmer, c'est toujours dire la vérité. Et quant à transvaluer Nietzsche, je crois qu'il faut faire précisément cela au moment où ce que Nietzsche décrit dans la généalogie de la morale est épuisé. Ce que j'ai essayé de montrer, c'est l'épuisement de la généalogie de la morale, c'est-à-dire ce idéal ascétique qui pour Nietzsche sont transcendants et sont quelque chose de spirituel, donc quelque chose qui dénie la vie matérielle, qui dénie le corps, qui dénie la vie terrestre. Bon, aujourd'hui, cette idée ascétique ne dénie pas la vie terrestre. Ils sont des idéaux qui vont contre la volonté dont Nietzsche parlait en termes de puissance. Sont des idéaux contre, comment dire, si je promets quelque chose pour ma vie, mais en pensant, en idéalisant. Je promets parce que j'idéalise. C'est toujours une prétention que j'ai fait avec les risques. Je prends un risque quand je promets quelque chose. Ce que j'ai essayé de montrer, c'est qu'avec des idéaux qui sont les idéaux des données algorithmiques, je ne prends plus de risques. Et donc, si je ne prends plus de risques, je ne suis plus courageux comme Nietzsche voulait l'être. C'est-à-dire, alors, les Nils, aujourd'hui, ce n'est pas cela dans le ciel, où Nietzsche parlait, mais les Nils, aujourd'hui, c'est ce que nous vivons au présent, parce que le présent il-même est épuisé. Donc, transvaluer Nietzsche veut dire, si j'ai bien compris pour vous, repenser l'ascétisme, c'est-à-dire repenser aussi la valeur spirituelle. Je crois que oui, mais il faut poser comme vous posez, que d'abord, il y a des organes, c'est-à-dire il y a une matérialité qui peut produire quelque chose qui est au-delà. Donc oui, transvaluer Nietzsche, au moment où ce qu'il a écrit est épuisé par la réalité. Donc oui. Je voudrais ajouter juste quelque chose et puis après on reprendra des questions ou sinon on s'arrêtera. Je pense que il faut revisiter cette question de l'ascétisme et de l'idéalisation, parce qu'il y a la question de l'idéalisation derrière celle de l'ascétisme chez Nietzsche, avec Freud. Ça me semble absolument fondamental en posant, enfin c'est ce que j'essaie de faire moi en tout cas, que l'idéalisation c'est une condition de la constitution de l'objet du désir. Voilà. Et qu'à partir de là, il y a une autre manière de poser la question de l'idéalisation, et non seulement l'idéalisation, mais aussi ce que Husserl appelle l'idéation, qui est celle précisément d'une économie libidinale. Voilà. Une économie libidinale qui est aussi une économie noétique, si on rapporte à ce que je viens de dire sur l'idéation. Et là, il y a aussi
une série de questions qui se posent derrière. Tout à l'heure, Sarah nous a parlé de la croyance, et de la croyance, et de la question de la croyance chez Deleuze, et chez Nietzsche aussi. Précisément, la question que pose Nietzsche, la question ultime de Nietzsche, c'est la croyance, la nouvelle croyance qu'il nous faut. Et je pense que cette question de la croyance, en règle générale, et en particulier comme cette nouvelle croyance qu'il nous faut, il faut aussi la rapporter à la question de la négantropie. Parce que, qu'est-ce que c'est que la négantropie d'un point de vue strictement formel dans une théorie des systèmes? La négantropie, c'est ce que le système, à qui elle arrive et d'où elle vient, ne peut pas calculer. L'entropie est calculable, mais la négantropie ne l'est pas. C'est quelque chose qui est de l'ordre, j'ai appelé ça dans un petit entretien que j'avais donné qui s'appelle « Pour une petite théorie du miracle », c'est de l'ordre du miracle, une négantropie. C'est l'impossible. C'est l'impossible au sens où Derrida en parlait de temps en temps, et où Blanchot en parlait aussi. C'est l'impossible. Voilà. Il y a de l'impossible. Et cet impossible n'est pas pensable dans les seules catégories, disons, du calcul, pour aller vite. Je pense qu'il y a une revisitation à faire du rapport de Nietzsche au calcul. Immanence et calcul, ça veut quasiment dire la même chose à une certaine époque. C'est-à-dire que l'immanence, c'est le négocium, et le négocium, c'est le calcul. Osium et incalculable, ça veut dire quasiment la même chose. Et incalculable, dans ce cas-là, ça veut dire transcendant, c'est-à-dire divin, c'est-à-dire, etc. Mais précisément, nous, après la mort de Dieu, après l'avènement de l'entropie et de l'anthropocène entendu dans ce sens-là, nous sommes dans des rapports tout à fait nouveaux. Nous avons à explorer ces rapports tout à fait nouveaux, y compris, c'est ce que j'essayais d'esquisser tout à l'heure, en n'opposant plus simplement le calcul et l'incalculable. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure du pilotage automatique du comédien, pour que Denis Podalides ou Robert Renucci puissent à un moment donné produire de l'incalculable, c'est-à-dire quelque chose à quoi eux-mêmes ne s'attendaient pas, parce que s'ils s'y attendaient eux-mêmes, ça n'aurait aucun intérêt. Il faut qu'il soit en pilotage automatique, c'est-à-dire qu'il y a énormément de calculs. Voilà. Et je pense qu'il y a une question là vraiment très importante dans le rapport entre l'immanence et ce qui est un saut, non pas dans la transcendance ou dans je ne sais pas quoi, mais je ne sais pas dans quoi justement, mais précisément je crois dans la négantropie, et qui n'est pas réductible simplement à l'immanence, en tant que l'immanence, si on est d'accord pour dire l'immanence c'est le négocium, c'est-à-dire le calculable. Nous sommes confrontés à ces questions-là. Et ça, ce sont des questions d'une nouvelle économie qui est inspirée à la fois par Nietzsche, par Freud, par Marx, mais en même temps, dont aucun de ces auteurs ne permet de rendre compte finalement. Parce que Marx non plus n'a pas connu la négantropie. C'est très important ça. Je vais faire un séminaire à Nanjing l'année prochaine, en Chine, qui sera consacré à Marx et à Heidegger. Et je vais essayer de montrer que oui, effectivement, par exemple, Engels, dans la dialectique de la nature, pose la question de l'entropie, mais il ne sait pas encore ce que c'est que la négantropie. Et ça, est-ce que ce n'est pas un très très gros problème pour le marxisme? Voilà. Alors bonjour, merci pour cette conférence, ce séminaire très intéressant. Moi, je reviens juste sur ce qui a été dit au niveau le côté incalculable de la négantropie. Je pense que la négantropie peut être prévisible, mais elle possède des paramètres incalculables. Par exemple, on va avoir les phénomènes d'auto-organisation au niveau de phénomènes, si on prend par exemple deux plaques avec une différence de chaleur entre ces deux plaques et qu'on met de l'eau, on va avoir un phénomène de rotation de l'eau. L'eau va circuler entre les deux plaques, et on va savoir qu'elle va circuler pour casser cette entropie, enfin je ne sais plus trop pourquoi, mais on ne va pas savoir le sens de rotation, on ne pourra pas prévoir le sens de rotation, mais on sait que ça va se passer. Et je voulais revenir un peu sur ce qui avait été dit à propos de Nietzsche, tout à l'heure, sur, je crois que vous disiez que Nietzsche ne pensait pas à la négantropie, mais en fait, ce que je me demande, c'est si finalement cette ascèse de l'athlétisme nihiliste n'entraîne pas spontanément de la bifurcation, de la négantropie, qui émerge comme le poisson volant. Et peut-être qu'en fait cette ascèse qu'a fait, je pense, Nietzsche, finalement, Nietzsche, il fait de la négantropie, mais de manière inconsciente. Donc je voulais savoir juste si vous étiez d'accord avec cette idée.
Ok, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci. On prend la question de Gérald tout de suite. Ma question est pour Sarah. Sarah, tu as cité un livre que nous avons cité ensemble, discuté ensemble auparavant, c'est-à-dire le livre de Mark Hansen, Fast Forward, que je trouve inexcusablement paresseux dans son argumentation, même si l'argumentation elle-même est fascinante. Et tu as parlé explicitement de son idée que au XXe siècle, nous sommes incapables, constitutivement, évolutionnairement incapables d'expérimenter l'effet qu'exercent les médias contemporains sur nous. C'est son idée principale. Il ne fournit absolument aucune évidence pour cette idée. Le livre est même fournit quelques instances, quelques évidences qui paraissent aller à l'encontre, mais qu'il nie son discussion. Et je pense ici à son discussion de Benjamin Libet, la notion qu'il y a un tout petit écart entre les processus de conscience et de la traduction de l'expérience en pensée consciente. Mais je laisse ça de côté. Ma question pour toi est donc, dans quel sens sommes-nous persuadés par cette idée que ce que Rouvroy et Burns appellent la subjection, la subjectivation, la production industrielle de la subjectivité est inconsciente, car nous l'expérimentons tout le temps. C'est-à-dire que quand nous achetons nos livres sur Amazon, tout le monde voit les petites publicités qui traversent le fond de l'écran. Nous sommes conscients de la publicité. Je dirais par contre que ce n'est pas une question de répression, c'est-à-dire d'expérience inconsciente qui ne passe jamais par la conscience. C'est plutôt une question de désaveu. C'est-à-dire que ça se passe de désaveu, le déni. Ça se passe tout le temps, mais nous choisissons de ne pas y faire attention. Merci. Merci Gérard. Moi je suis d'accord. Et quand je dis que les personnes, les gens de la contemporanéité sont toujours trop occupés à s'occuper d'un présent qui est toujours plus petit. C'est cela, pour avoir du temps pour penser à ce qui peut se passer, c'était ça que je voulais dire. C'était que, oui, c'est pas un travail inconscient, ce qui se passe, c'est évident, tout à fait. Ce qui se passe avec la gouvernementalité algorithmique, ce qui se passe avec les data, mais le monde créé par cette pratique est un monde qui nous occupe, dans lequel nous sommes dans quelque façon entrappés et duquel nous devons nous occuper vraiment beaucoup, même si nous reconnaissons ce qui se passe. Et bon, donc, oui, c'est évident. Et comme tu sais, je suis d'accord sur la critique sur un scène parce que, évidemment, comme le disait Bernard, c'est pas possible de ne pas se poser cette question des médias contemporains sans passer par une vision politique, une vision économique, tout cela,
tout simplement, c'est poser une question de augmentation ou diminution de la possibilité de la sensibilité. Et de plus, je me préoccupe quand je lis que pour lui, il s'agit d'une pharmacologie, cette relation, cette situation de la sensibilité, parce qu'il dit que l'augmentation de la sensibilité correspond à c'est la partie positive de cette pharmacologie qu'il décrit, je crois, ne comprenant pas du tout ce de qu'il s'agit. Dans le côté négatif serait la perte de la conscience, de la perception. Donc il parle de choses que ne peuvent pas être mises ensemble dans ce sens qu'il veut souligner. Et donc oui, tout à fait, cet auteur a sûrement des éléments de description et des sauts qui sont intéressants, qui sont fascinants, mais bon, il manque de tout les questions du point de vue philosophique, du point de vue politique, je crois. Merci. Paolo, tu veux dire quelque chose? Alors, pour répondre à la question à propos de Nietzsche et de la négantropie, oui, je crois aussi que Nietzsche pense la négantropie dans une façon inconsciente. Et je crois que ça, c'est un autre élément de la grandeur de Nietzsche pour nous, pour ce siècle, pour nous qui essayons de penser aujourd'hui. C'est-à-dire que si nous pensons, comme Bernard nous dit, la négantropie comme quelque chose qui est lié à une localité, c'est-à-dire donc quelque chose qui c'est toujours différent par rapport au lieu dans lequel nous sommes. Et si nous pensons que Nietzsche a écrit dans une façon aphoristique, et si nous pensons à la force qui a un aphorisme, à la force à les forces qui sont dedans les aphorismes, alors nous pouvons penser que cette négantropie qui tout dit être inconsciente veut dire aussi que c'est une négantropie que Nietzsche n'a pas exprimée ou n'a pas exprimée totalement, intégralement. Bien, donc quand nous lisons l'aphorisme de Nietzsche, nous pouvons donner un sens à cet aphorisme-là, et donc nous pouvons recréer de la négantropie localement, c'est-à-dire ce passage de Ainsi parlait Zarathustra dans les années 60 ou dans les années 70 voulait dire certaines choses. Aujourd'hui, pouvons dire des autres choses. Et peut-être que c'est cela, la façon de faire de la négantropie avec la philosophie de Nietzsche. C'est un don, je crois. C'est quelque chose de très, très beau, le fait que Nietzsche n'a pas exprimé la négantropie. C'est très beau pour la philosophie contemporaine. Nous pouvons réinterpréter localement les aphorismes de Nietzsche, surtout quand il semble parler de quelque chose qui va dans une direction négantropique. Réinterpréter localement, peut-être que c'est la façon de faire du nihilisme athlétique, localement, ici comme dans une autre situation. Seulement cela. Merci. On va arrêter, François, parce que sinon Caroline va être embarrassée. Mais je voulais juste, d'abord, palestre, oui, bien sûr, je suis tout à fait d'accord. Hein. Nous sommes plutôt dans une palestre que dans un stade. Par ailleurs, sur
ce que vous disiez sur l'auto-organisation, là, je reviens sur ce sujet parce que c'est un petit peu ce que je voulais dire au début quand j'ai fait un commentaire sur la situation particulière de la théorie, je dirais pas de l'auto-organisation, mais de la structure dissipative. Il faut faire très attention ici, c'est un sujet très compliqué. D'ailleurs, une bifurcation dans un système dissipatif n'est pas, à proprement parler, une production négantropique au sens de Schrödinger. Ça, c'est très important. C'est une bifurcation. D'ailleurs, ils emploient le mot bifurcation. Mais je ne crois pas qu'on puisse parler vraiment de négantropie. Voilà. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais, Prigogine, ça pose un problème spécifique. Voilà. Il dit, il y a entre, appelons ça, le champ anthropique de la physique et le champ négantropique de la biologie, il y a quelque chose qui n'est ni l'un ni l'autre, qui est les structures dissipatives. Et ces structures dissipatives, je ne crois pas qu'elles produisent de la négantropie. Elles ne luttent pas contre l'entropie. Tandis qu'un organisme négantropique est entièrement organisé pour différer l'entropie. Et ça, c'est tout à fait différent. Et ça, c'est la différence avec un A de Derrida. Voilà. Et c'est toujours au vivant que Derrida rapporte la différence, et non pas à la noèse. Et ça, c'est vraiment fondamental. Là, je ne crois pas. Alors de toute façon, vous le disiez déjà, même c'est déjà le cas dans les systèmes qui bifurquent en termes d'auto-organisation. Il y a de toute manière une dimension qui n'est pas de l'ordre du calculable, mais par contre vous disiez du prévisible. Je me réfère toujours, moi, au texte que convoque Leroi-Gourhan, qui est un texte de Cuvier, voilà, expliquant que voilà, il est possible d'anticiper en dégageant un squelette fossilisé des formes, mais, dira Leroi-Gourhan, on ne peut jamais prévoir ce que deviendra le vivant. Pas prévisible. C'est pas prévisible et c'est vraiment de l'ordre de l'accidentalité. Voilà. Imprévisible. Et je pense que ça, c'est très, très, très important. Il faut être extrêmement rigoureux sur ces questions-là. Derrière ça, il y a vraiment des questions d'épistémologie des mathématiques, etc., de physique, de biologie, sur lesquelles il faut être très précis. Après, sur Nietzsche, bien entendu, qu'il est négantropique, Nietzsche, bien sûr. Mais le problème, c'est qu'il ne thématise pas la négantropie et que comme, par contre, il connaît l'entropie, en tout cas, il est dans un rapport dont je pense qu'on ne peut plus se contenter. Voilà. Et que là-dessus, nous avons du travail à faire. C'est un travail très important, très lourd, très compliqué, totalement transdisciplinaire, donc très risqué, mais qu'il faut faire. Il ne faut pas avoir peur de le faire, quoi. Voilà. Je suis désolé, François, Benjamin aussi. Il faut qu'on arrête parce que sinon, on va être très en retard pour l'après-midi. Voilà. Mais on continuera tout à l'heure. Merci, bon appétit.